Bonsoir, soyez les bienvenus dans Marque-Page. Ici, on parle littérature en tout genre. Je m'appelle Max, je suis un grand passionné de lecture et d'écriture et j'ai décidé de vous ouvrir les portes de mon univers. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour un épisode très particulier. Je sais que j'ai l'habitude de dire ça depuis 10 épisodes de podcast maintenant, mais cette fois-ci, c'est réellement un épisode particulier parce que si vous vous souvenez, lors du dernier épisode de podcast, je vous ai annoncé que c'était le dernier de la saison, donc c'était le dernier livre de la saison. Et c'est bien vrai, car aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode qui va clore toute la saison. Donc, c'est l'épisode qui va permettre d'introduire une nouvelle catégorie dans ce podcast, la catégorie de podcast qui s'intitule Jet d'encre. Jet d'encre, c'est quoi ? Globalement, c'est un épisode dans lequel je vais répertorier toutes les lectures que j'ai fait au cours de cette saison et faire mon bilan littéraire avant d'entamer du coup une nouvelle saison. Pour ce bilan, pour ce premier épisode de Jet d'encre, je suis accompagné de mes petites feuilles parce que oui, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes sur chacune de mes lectures et sur ce que j'en retiens. Globalement, ce bilan va se présenter de la même manière pour tous les livres que je vous présente, mais j'ai décidé de faire une revue de l'ensemble des livres dont j'ai déjà parlé, faire un rapide résumé et surtout les noter. Donc, notez les livres en fonction de critères très précis que je vais vous dévoiler dès maintenant. Dans un premier temps, on a du coup un critère de notation sur le scénario, ensuite sur l'écriture, l'originalité de l'ouvrage, la pédagogie, le développement des personnages, le suspense, l'addictivité, la créativité et le tout faisant un ensemble de notes sur 80 et ramené sur 10 pour avoir une moyenne. Ce bilan ne se composera pas seulement de notes, mais aussi d'un résumé du contexte de lecture dans lequel j'ai pris connaissance et dans lequel j'ai lu chaque livre, les points positifs et les points négatifs de chaque livre, ainsi que mes conseils pour optimiser au mieux votre lecture. Prenez-vous donc de quoi boire, de quoi manger parce que l'épisode va être assez long et je vous propose de commencer tout de suite par le premier tome de ce bilan, à savoir The Mortal Instrument, La Cité des Ténèbres. Globalement, comment est-ce que je pourrais résumer ce tome, ou en tout cas cet ouvrage ? Il s'agit du premier tome de la saga The Mortal Instrument et le premier tome qui se résume en ces termes. On fait la découverte de Clary, qui est une jeune fille new-yorkaise de 18 ans, qui découvre le jour de son anniversaire, donc le jour de son accession à la majorité, l'existence d'un monde parallèle duquel elle ignorait tout jusqu'à présent, le monde obscur. Le monde obscur, elle en a fait la découverte. Pourquoi ? Simplement parce que sa maman a été enlevée par des hommes de main d'un dénommé Valentin, qui est à la recherche de la coupe mortelle. L'objectif de Clary pendant ce premier volet va être de retrouver sa mère et d'élucider le mystère de la coupe mortelle. Le résumé est un peu rapide, mais je vous promets que c'est un livre qui vaut le détour. J'ai lu ce premier volet par l'intermédiaire de la plateforme Audible, dans une adaptation audio proposée par Bénédicte Charton. Le projet au global dure 13h15, donc c'est une lecture qui est intégrale et dont l'écoute a été répartie sur plusieurs semaines. Ce que je retiens de cette lecture, c'est que globalement c'est un livre très plaisant à lire, qui n'est pas sans rappeler Harry Potter, puisqu'on a des inspirations marquées pour l'univers. La lecture audio simplifie la compréhension de l'univers et favorise du coup l'immersion dans le monde obscur, ce qui rend la lecture très prenante. En termes de points négatifs, ce qu'on peut dire, c'est que l'intrigue ressemble sur certains points un petit peu beaucoup trop à Harry Potter. Il est donc difficile de s'en détacher. Pour l'instant, l'intrigue principale est un petit peu trop longue à se mettre en place. Cette difficulté à se mettre en place s'explique par le fait que l'action prend place sur 6 tomes. 6 tomes, c'est assez long et donc du coup, il faut, entre guillemets, faire traîner en longueur pour que l'intrigue principale tienne, ou en tout cas, l'ensemble des arcs narratifs tiennent sur les 6 tomes. Ce qui explique un petit peu la difficulté de l'intrigue principale à se mettre en place, mais quand même, ça reste long. En ce qui concerne la notation, pour le scénario, j'ai attribué une note de 7,5 sur 10
Cette note s'explique par le fait qu'il y a de très grandes similitudes par rapport à Harry Potter, donc comme ce que je viens de dire maintenant. Mais l'intrigue fonctionne bien, même si elle est longue à se mettre en place. Pour l'écriture, j'attribue une belle note de 8 sur 10 car c'est bien écrit. Le lecteur est tenu en haleine, on a envie de savoir ce qui se passe par la suite. C'est dans l'ensemble un bon premier tome. Pour l'originalité, j'attribue une note de 6 sur 10 car comme dit plus haut, de grosses similitudes avec Harry Potter sont présentes même si on voit un univers différent qui commence à se dessiner. En termes de pédagogie, et c'est là où j'attribue la note la plus basse de ce tome, j'attribue la note de 5 sur 10, donc la moyenne. Cette note s'explique par le fait que le côté pédagogique du tome est porté par une seule et même personne, à savoir Clary. Elle est et elle a la plus grande évolution de ce tome, car elle s'introduit dans un monde qu'elle ne connaissait pas jusqu'à présent, et on lui découvre une grande capacité d'adaptation pour cet univers qui est totalement différent du sien, mais c'est que le début. En matière de développement des personnages, j'attribue la note de 9 sur 10. C'est le très grand point fort de ce tome. On a ici des personnages riches dont la majorité nous sont présentés dès maintenant. Mais au vu du nombre de tomes que compose la saga, quelque chose me dit que nous ne sommes qu'au début. Attention, ceci étant dit, au risque de s'y perdre un petit peu. C'est-à-dire que le risque sur ces sagas aussi longues, c'est qu'on risque de s'y perdre un petit peu parce que tous les tomes, il y a une possibilité de rajouter un nombre incalculable de personnages, ce qui fait que, à la longue, le lecteur risque de s'y perdre si la chronologie et les relations ne sont pas explicitées, rappelées dans les prochains tomes. Il faut donc faire attention à tout ça et le surveiller d'assez près. Pour le suspense, j'attribue la note de 7,5 sur 10. C'est un tome riche en surprises, un bon premier tome comme je le disais tout à l'heure. On découvre l'univers dans son ensemble. La note est peut-être un peu faible, mais cela peut s'améliorer avec le temps et sur les autres tomes. En matière d'addictivité, j'attribue la note de 6 sur 10. La note est un peu faible parce que j'ai eu du mal à me mettre dedans, effectivement. Le début est un peu long à se mettre en place. Je sais que je me répète par rapport au fait que le début est long à se mettre en place, mais ça explique aussi mes notes un petit peu faiblardes sur certains aspects. En matière de créativité, j'attribue la note de 8 sur 10. À ce livre, car l'avantage du fantastique, c'est qu'il y a tout à inventer. Alors oui, effectivement, les inspirations sont nombreuses, mais l'ensemble ne démérite pas pour autant. Ce livre obtient donc une note globale de 7,1 sur 10. Pour l'optimisation de la lecture, je conseille de lire ce livre à partir de 10 ans, pas avant, parce qu'il y a des propos qui peuvent choquer le jeune public et on peut avoir des difficultés de compréhension. Je conseille également de se détacher le plus possible de tout ce que l'on connaît déjà de l'univers. Donc c'est-à-dire que si toutefois vous avez pris connaissance de cet univers par l'intermédiaire des adaptations cinématographiques, je vous conseille de vous en détacher le plus possible pour que vous ne soyez pas influencé sur la connaissance de ce livre de manière générale. Je préconise également de prendre votre temps parce que c'est un livre qui est assez long et donc je vous préconise de prendre un maximum de temps pour pouvoir apprécier le livre dans son ensemble, mais également pour pouvoir vous introduire correctement dans cet univers. Rappelons quand même que c'est un premier tome et que donc, il est nécessaire de bien s'introduire, de bien s'acclimater à cet univers qui est pour le moins particulier. Pour ce qui concerne la partie de ce que vous en avez pensé, ce que je peux dire, c'est que vous avez pris connaissance de cet épisode de podcast le 13 novembre 2022, date à laquelle je me suis officiellement lancé dans le podcast, et que le nombre d'écoutes au total au moment où j'ai rédigé le bilan s'élevait à 60, ce qui est un très bon premier démarrage pour un premier épisode de podcast et je vous en remercie. Le deuxième livre que je vous ai présenté au cours de cette saison 1 de Marque-Page, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Globalement, comment est-ce qu'on peut résumer Harry Potter à l'école des sorciers ? Eh bien, c'est pareil, c'est un premier tome d'une saga de 7 livres et c'est un livre dans lequel on fait la connaissance de, attention, soyez surpris, Harry Potter. Harry Potter, c'est un jeune garçon orphelin, donc qui n'a jamais connu son père et sa mère et qui a, dans ses plus lointains souvenirs, toujours été élevé par son oncle et sa tante,
les Dursley. Il mène une vie des plus ordinaires, autrement dit, il se fait littéralement exploiter par son oncle et sa tante pendant 11 ans. Et c'est une vie qui lui convient ou lui convient pas, on ne sait pas, puisque de toute façon son avis, jamais personne ne lui a demandé. Mais il vit comme ça pendant 11 ans et sa vie bascule à son 11e anniversaire lorsqu'il reçoit une lettre de l'école de sorcellerie de Poudlard. Poudlard, c'est quoi ? Poudlard, c'est, comme je viens de le dire, une école de sorcellerie à laquelle il est inscrit depuis sa naissance. Son arrivée à Poudlard va lui permettre d'en apprendre beaucoup sur lui, sur ses parents, ses dons étranges et inexpliqués. Ou encore, une affaire mystérieuse impliquant un certain celui dont on ne doit pas prononcer le nom, ou, ci-après, Lord Voldemort. Pour le contexte de lecture, j'ai écouté ce livre via l'adaptation audio proposée par Bernard Giraudot, via la société de production Écoute et Lire portée par la maison d'édition Gallimard. Le temps d'écoute a été d'environ 8 heures pour une adaptation intégrale du texte, répartie sur plusieurs semaines. Ce que je retiens de ce livre, c'est que globalement, c'est un très bon moyen d'introduction à la lecture pour les jeunes adolescents d'environ 10 ans. L'univers est très prenant, tellement prenant qu'on est encore dedans des années après. Pour vous dire, à l'heure où sort ce podcast, j'ai 23 ans et je les lis encore. Donc bon, même 13 ans après n'avoir toujours pas reçu ma lettre de Poudlard, j'espère encore. Même si, pour les Français, spoiler alerte, il ne s'agit pas de Poudlard mais bien Beauxbatons. Mais quand même, j'attends toujours. Mais peut-être qu'au fond, je ne suis qu'un simple moldu. Petite précision par rapport à l'oncle et la tante de Harry, ce sont des personnes qui n'ont jamais eu le moindre trait de caractère magique dans leur sang et dans leur caractère, plus communément appelés des moldus. Un des points négatifs, quitte à être un petit peu redondant par rapport au précédent livre que je vous ai présenté, c'est que l'introduction est, à mon sens, un peu longue à se mettre en place. Je fais directement référence aux chapitres chez les Dursley qui sont un petit peu trop long, il y en a 6. Effectivement, dans les autres tomes, il n'y en aura pas autant, mais quand même, c'est important de le préciser. Heureusement pour moi et heureusement pour les autres lecteurs qui peuvent potentiellement découvrir ou redécouvrir l'univers d'Harry Potter par l'intermédiaire de ce podcast, les péripéties et l'intrigue en général font qu'on peut rester accroché et qu'on peut rester intéressé par ce livre. En ce qui concerne la notation, voici les notes que j'ai attribuées pour ce livre. Pour le scénario, j'ai attribué la note de 8,5 sur 10 car c'est un bon scénario prometteur qui s'inspire grandement des mythes et légendes connus ou moins connus de tous, tout en y ajoutant une touche de fantastique propre et identitaire à cette saga. Identitaire dans la mesure où c'est vraiment ces petites touches et ces petits aménagements qui ont fait que Harry Potter est encore connu pour l'œuvre colossale que c'est aujourd'hui. Pour l'écriture, j'attribue la note de 7. C'est une intrigue bien ficelée, prometteuse, c'est une bonne introduction, mais le premier tome des 7, donc une note un petit peu légère pour laisser le temps, entre guillemets, aux autres tomes de rattraper le coup ou de faire évoluer la saga dans le bon sens. Bien que 7 sur 10 soit quand même une très bonne note. Pour l'originalité, j'attribue la note de 8,5 sur 10. À mon sens, c'est le livre qui a donné ses lettres de noblesse au genre fantastique. C'est le premier livre des années 90-2000 à vraiment bien se vendre mondialement. Le petit point et demi, c'est une marge de progression pour la suite. Et oui, je suis pointilleux, mais c'est important. Pour la pédagogie, j'attribue la note de 7,5 sur 10. Les personnages commencent à se côtoyer et des affinités se créent. On assiste dans ce tome à la présence d'une petite morale introductive sur la notion du bien et du mal. Autrement dit, une vision un petit peu manichéenne du monde. Pour le développement des personnages, j'attribue la note de 9,5 sur 10. Ce sont des personnages très bien développés. On arrive à les distinguer nettement. Ils ont déjà des couleurs et une identité très précise. Leur caractère ne demande qu'à s'étoffer au fil des autres tomes. Pour le suspense, j'attribue la note de 9 sur 10. Ma note rejoint une intrigue très bien ficelée. Je me suis fait mener en bateau tout au long de l'histoire et Dieu sait que j'adore ça. J'adore vraiment lire un livre
et puis me dire « Ah bah tiens, je pense qu'il va se passer ça ». Et puis finalement me laisser surprendre. J'adore ça. Et donc je disais que je me suis fait mener en bateau tout au long de l'histoire, et même quand on sait qui est le vrai méchant de l'histoire, on comprend vraiment bien pourquoi les lecteurs novices se font avoir. À mon sens, c'est un vrai coup de génie. Concernant l'addictivité de ce tome, je mettrai une note de 9,75 sur 10. Et pourquoi ? Parce que c'est littéralement le livre qui m'a fait comprendre que les mots allaient avoir une grande importance dans ma vie. C'est une grande révélation. Pour la créativité, j'attribue la note de 9,5 sur 10. Cette saga, introduite par ce premier tome, est une saga avec de grandes inspirations, mais qui arrive à créer son univers propre. Encore assez peu étoffé pour l'instant, puisqu'il s'agit d'un premier tome. Une marge de progression est donc constatable et constatée, d'où le petit demi-point qui manque pour atteindre la perfection du 10 sur 10. Ce deuxième livre présenté dans le podcast arrive donc avec une très belle moyenne de 9,6 sur 10. Concernant mes conseils d'optimisation de lecture, je conseille ce livre à toute personne qui souhaite s'initier à la lecture, qu'importe votre âge. Et ce livre, vous allez particulièrement l'apprécier si vous aimez particulièrement le genre fantastique. Il convient très bien aux jeunes enfants de 10 ans. Et je conseille quand même de commencer ce livre à partir de 10 ans, mais pas avant parce que, ça risque de fragiliser un petit peu le jeune public si vous le lisez un petit peu avant. Vous risquez peut-être de pas tout à fait bien comprendre les subtilités du tome, bien que une des spécificités de la lecture jeunesse est d'être une lecture à plusieurs niveaux. Je vous dis ça parce que j'ai eu justement une conversation avec une amie sur la littérature jeunesse qui me permet justement de vous dire que si vous le lisez quand vous avez 10 ans, vous n'allez pas avoir le même regard que si vous le lisez 10 ans après, mais ça n'empêche pas de commencer à le lire et d'apprécier vraiment ce livre, ce qui est vraiment très plaisant à faire. Je pense que ce livre, c'est littéralement votre épisode préféré, pour l'instant du moins, puisque au moment où on enregistre ce podcast, la date de publication a été du 20 février 2023 et le nombre total d'écoutes, je n'en reviens même pas en disant ça, est de 307. C'est incroyable. On continue notre découverte de la saga The Mortal Instrument avec son tome 2 sur 6, que l'on peut résumer de la manière suivante. Clary continue à se familiariser avec son nouvel univers, celui du monde obscur. À la suite des révélations faites sur Valentin et son lien de parenté avec Clary, le monde obscur est secoué par l'assassinat d'un jeune loup-garou devant leur repère, le Hunter's Moon. Les accords négociés entre les loups-garous et les chasseurs d'ombre sont menacés. J'ai écouté ce livre au moyen de la plateforme Audible et l'adaptation proposée par Bénédicte Charton. La durée d'écoute est d'environ 12h30, répartie sur plusieurs semaines. Ce que je retiens globalement de ce livre, c'est que c'est un bon deuxième livre où on en apprend davantage sur les personnages, on apprend davantage à les connaître, et notamment sur le personnage de Clary, qui est de plus en plus étoffé. C'est la même chose pour ses amis, d'ailleurs. Les bases se consolident pour une suite plus complexe. C'est-à-dire que là, on continue à être dans le côté un petit peu découverte, mais c'est pour vraiment consolider, j'ai envie de dire, un petit peu les bases et pour pouvoir ensuite se permettre d'aller vers une histoire encore plus compliquée, notamment je pense au niveau des intrigues secondaires, voire des arcs narratifs, parce que vous verrez en lisant le livre que le premier arc narratif n'est pas le dernier. Pour les points négatifs, je peux dire que, si on peut dire que c'est un point négatif, peut-être pas forcément négatif, mais un petit peu limitant. Je peux dire que ce livre ne convient pas nécessairement aux jeunes lecteurs. Il faut avoir quelques années de lecture avant de pouvoir le lire et de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Je recommande donc de le lire et ou de l'écouter plusieurs fois pour en saisir tous les aspects, même les plus complexes. Et pour en revenir aux jeunes lecteurs, puisque mon point limitant les concernait directement, je vous conseille de commencer
à lire la saga vers, on va dire, 13-14 ans à peu près. Pour que vous soyez vraiment aguerris, commencez peut-être par lire d'abord Harry Potter avant de commencer à lire la saga The Mortal Instruments. Ce sera peut-être un petit peu plus doux et un peu moins trash. Pour la notation, j'attribue au scénario la note de 8 sur 10. On est plus rapidement immergé dans l'univers, c'est-à-dire que c'est peut-être un petit peu moins long à se mettre en place que le premier tome. Ceci étant dit, une marge de progression est encore possible pour le tome 3, d'où les 2 petits points qui restent. Pour l'écriture, j'attribue la note de 7,5 sur 10. Le style littéraire est bon, énergique, on ne s'ennuie pas. L'intrigue est bien ficelée. Pour l'originalité, j'attribue la note de 7 sur 10. Un petit point de gagné comparativement au premier tome. Dans ce tome, on constate la grande découverte du monde obscur qui est bien plus large que ce que je pensais initialement. On commence à apercevoir une émancipation des classiques, des codes entre guillemets un peu vieux jeu du fantastique qui est appréciable. Pour la pédagogie, j'attribue la note de 7 sur 10. Les personnages continue à s'apprivoiser. Il n'y a pas de grands changements par rapport au tome précédent. On observe une forme de stagnation en termes de pédagogie, mais on peut penser que comme c'est un tome introductif dans la continuité du premier, c'est pas si grave et on peut entre guillemets laisser passer ça. Pour cette fois-là, il faut juste pas que ça se reproduise par rapport au tome 3. Concernant le développement des personnages, j'attribue la note de 8 sur 10. Les personnages sont bien développés et l'univers aussi. Le seul problème, c'est qu'on s'y perd un petit peu. Peut-être parce qu'il y a trop d'informations d'un coup, des difficultés à repérer la structure et ou la pensée de l'auteur. Peut-être, je sais pas. C'est des pistes de réflexion à creuser. Pour ce qui est du suspense, j'attribue la note de 8 sur 10. On assiste ici à un focus sur une créature importante pour le monde obscur, à savoir le loup-garou. Il est la preuve de la volonté d'émancipation dont je parlais tout à l'heure. Dans l'imaginaire collectif, les loups-garous ne méritent pas, entre guillemets, qu'on s'attarde sur eux. Et pour une fois, c'est le cas. Ça change et c'est bien. Pour l'addictivité, j'attribue la note de 6,5 sur 10. Chronologiquement, j'ai une petite préférence pour le tome 2. Des nouveautés et des risques, entre guillemets, que j'ai remarqués et que j'ai appréciés. J'ai hâte de voir ce que me réserve la suite. Cette saga a vraiment un potentiel de dingue et je le pense vraiment, en témoigne la grandeur de l'univers parce que il faut savoir que cet univers ne s'arrête pas seulement à 6 tomes et c'est fini. Non, il y a d'autres trilogies derrière, il y a d'autres axes narratifs dont je vous parlerai sans doute plus tard, mais là, c'est vraiment très intéressant. En termes de créativité, j'attribue la note de 8 sur 10. Sur ce point, c'est une constante. L'auteur saisit tous les codes du genre fantastique pour se les approprier, et c'est plaisant à lire. Ce tome termine ce bilan avec une note de 7,5 sur 10. Pour l'optimisation de la lecture, je pense que ce tome est dans la continuité du premier. Il faut donc lire les autres tomes dans l'ordre, sinon on risque d'être un petit peu perdu et de ne pas saisir tous les enjeux de la saga. Comme je le disais tout à l'heure, je conseille de lire ce livre à partir de 13, 14 ans et à partir de 15 ans, à mon avis, c'est vraiment bon. Le podcast a été publié le 15 juin 2023 et a récolté près de 21 écoutes. J'espère que les 21 personnes qui ont écouté ce podcast n'avaient pas connaissance de la saga avant et que ça a permis d'éveiller un petit peu sur l'existence de cette saga et de son potentiel. J'espère vraiment. On quitte notre univers fantastique que vous commencez à comprendre, j'apprécie particulièrement, pour un univers un petit peu dystopique et une trilogie cette fois, celle de Hunger Games. Pour résumer et poser un petit peu le contexte, Hunger Games suit le personnage de Katniss Everdeen et celui de Peeta Mellark, deux jeunes adolescents du district 12. Le district, c'est un petit peu le quartier, le secteur des États-Unis spécialisé dans
le domaine du charbon et de l'exploitation minière. Je vous renvoie directement au 4e épisode de ce podcast pour savoir précisément de quoi je parle. Les tensions sont palpables dans le district 12 et dans tous les autres qui constituent la ville, et que dis-je, le pays de Panem. Comme chaque année, c'est la période de la moisson. Le Capitole choisit un garçon et une fille âgés tous les deux entre 11 et 18 ans dans chaque district. Les 24 jeunes sont désignés pour se battre dans une arène et participer aux Hunger Games. Traduisez littéralement les Jeux de la faim. Parmi ces 24 tribus, un seul sera désigné grand vainqueur de cette 74e édition. Le but des Jeux de la faim ? Ne pas oublier tout ce que le Capitole, autrement dit gouvernement de Panem, fait pour chaque district tous les jours. J'ai écouté ce livre en me basant sur l'adaptation audio proposée par Kelly Marot, voix française de Katniss Everdeen dans les films. La lecture intégrale dure au total 11h39 et a été répartie sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines me concernant. Ce que je retiens de ce tome en termes de points positifs est que l'univers teinté de réalisme est très parlant. L'immersion est quasi immédiate, même si on comprend très rapidement, si ce n'est tout de suite, que la situation est dramatique. Le contexte négatif est très poussé, et ceci dès le début. Ce qui fait que ça peut un petit peu faire peur, et c'est un petit peu le revers de la médaille, puisque en point un petit peu limitant, j'ai noté que ce livre, et globalement cette saga, ne convient pas à tous les âges. Il faut être assez mûr émotionnellement pour pouvoir lire la saga. Les propos tenus sont durs, même si teintés de réalisme, temps de guerre oblige. Pour la notation, le scénario obtient une note de 7,75 sur 10. C'est un bon scénario avec un bon storytelling, teinté de réalisme, mais l'univers fictif est quand même bien posé. Cela présage une saga riche en rebondissements. Pour l'écriture, j'ai attribué la note de 8,25 sur 10. C'est une écriture riche dont le réalisme est au service de la fiction. Pour l'originalité, 6,75 sur 10. Par originalité, j'entends ici que l'histoire est sortie de la tête de l'auteur. La note est assez basse, mais les autres critères rattrapent celui-ci, dont la bassesse s'explique par le réalisme. Effectivement, compte tenu du fait que l'univers prend place sur un univers teinté de réalisme, même si l'ensemble est modifié, je peux pas totalement oublier que on nous dépeint quand même un contexte de guerre qu'on a déjà connu, un contexte sombre, profondément humain, et donc du coup je peux pas me permettre de l'oublier. Pour la pédagogie, j'attribue la note de 9,75 sur 10, soit une très bonne note. L'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, le réalisme est au service de la fiction, prend tout son sens. C'est un tome fort, instructif, tout comme l'univers de la saga, et même si je puis dire la saga tout entière. Pour ce qui est des personnages et de leur développement, j'attribue la note de 9,25 sur 10, car les personnages sont accessibles, caractériellement complexes, mais attachants. Pour ce qui est du suspense, je mets la note de 9,75 sur 10, car le suspense est très grandement présent dans cette saga, parfois même un peu trop, ça en devient presque étouffant, mais il ne dessert pas la saga pour autant. En termes d'addictivité, j'attribue la note de 7,5 sur 10. La dureté des propos fait que je n'ai pas ressenti une grande addictivité en lisant ce livre, même si ma curiosité, qui cette fois-ci est grande, me pousse à poursuivre ma lecture. Ce qui me permet de mettre une note aussi haute que 7,5, c'est clairement ma curiosité. Pour la créativité, je mets également la note de 7,5 sur 10. Tout simplement parce que, comme je le disais pour la pédagogie, le réalisme est au service de la fiction. C'est-à-dire que oui, on a un univers qui est basé sur un contexte réaliste, mais un contexte réaliste dans lequel s'insèrent particulièrement bien les éléments fictifs que sont globalement les Hunger Games. Ce livre obtient donc la moyenne très honorable de 8,4 sur 10.
Pour ce qui est de mes conseils de lecture, je déconseille d'écouter ce livre en pleine nuit, tellement le récit est prenant. Prenez votre temps, faites des pauses et autorisez-vous d'avoir peur, c'est complètement ok. Le podcast a été publié le 4 février 2024 et récolte un joli score de 21 écoutes, en espérant que les 21 personnes n'aient pas eu la peur de leur vie en écoutant le podcast. C'est parti pour le bilan du 5e livre proposé dans cette première saison de Marque-Page. Je parle bien sûr de Harry Potter et la Chambre des Secrets, soit le 2e tome de la saga Harry Potter. Les amis, prenez vos valises, on repart à Poudlard. Pour le résumer, Harry est en 2e année à l'école de sorcellerie de Poudlard. Il passe son été chez son oncle et sa tante, les Dursley, qui sont des moldus, autrement dit des personnes sans pouvoir magique. Un soir, un elfe de maison du nom de Dobby apparaît mystérieusement dans sa chambre pour l'avertir qu'un étrange complot se prépare à Poudlard. Voilà globalement ce que je peux en dire, sans trop vous en dévoiler pour autant. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie directement au 5e épisode de mon podcast. Pour le contexte de lecture, j'ai écouté ce livre en me basant sur l'adaptation proposée par la société de production Écoutez Lire, adaptation portée par la voix de Bernard Giraudot. La lecture intégrale a approximativement pris 8 heures, le tout réparti sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines me concernant. Ce que je retiens en termes de points positifs, c'est que ce tome est dans la continuité du premier. Tranquille, mais avec une intrigue bien ficelée. Encore une fois. L'intrigue est moins longue à se mettre en place, ce qui rend ma lecture un petit peu plus agréable. En termes de points un petit peu limitants, je dirais qu'on peut observer quelques lenteurs qui pénalisent un petit peu la lecture, sans la rendre pour autant impossible. Je fais notamment référence au passage sur les matchs de Quidditch que je n'apprécie pas trop. En termes de notation, voici les notes que j'ai attribuées. Pour le scénario, j'attribue la très belle note de 9 sur 10. Une évolution s'opère dans ce tome. L'intrigue arrive plus rapidement que sur le premier tome. Elle est toujours bien ficelée et l'allègement dont je ne cesse de vous parler depuis tout à l'heure rend la lecture de ce tome plus agréable que le premier. Pour l'écriture, j'attribue une très belle note de 7,25 sur 10. L'écriture est approfondie dans ce tome. Les personnages gagnent en profondeur et évoluent tels les bons adolescents qu'ils sont. Les adultes aussi évoluent dans un sens ou dans l'autre, mais les choses changent. L'auteur conserve tout de même la même direction que dans le premier tome. Par même direction, j'entends que, on reste quand même dans un contexte d'école des sorciers. Ça part pas trop en cacahuète, ça va pas tarder, mais pour l'instant ça va. Et donc c'est pour ça que je dis qu'on conserve quand même des lignes directrices qui sont assez proches du premier tome. En termes d'originalité, j'attribue la note de 8,75 sur 10. J'aime beaucoup l'intrigue autour du basilic et de la chambre des secrets. Elle rend l'année des élèves palpitante et incertaine. Oui, je persiste et je signe. Effectivement, l'année est palpitante et incertaine. Incertaine non seulement parce qu'on ne sait pas si Poudlard va rester ouvert, mais aussi parce qu'on ne sait pas si les élèves vont sortir vivants de cette péripétie. Et j'avoue que j'apprécie quand même un peu beaucoup parce que bien que l'intrigue soit un petit peu sordide, elle est amenée avec beaucoup de légèreté. Ce qui fait que même si on écoute ça quand on a, 12-13 ans, ça fait pas trop flipper non plus. Faut éviter d'écouter ça en pleine nuit, mais ça fait pas trop flipper pour autant. Pour la pédagogie, j'attribue exactement la même note que pour l'originalité, en me focalisant sur la notion de tolérance et d'ouverture d'esprit qui sont présents dans ce tome. Notamment, preuve d'ouverture et de tolérance dont font preuve les élèves de Gryffondor quand on parle de sang pur et de nez moldu. Alors oui, le focus sur la tolérance, il porte surtout là-dessus parce que je dirais à partir du chapitre 7, qui s'intitule, je crois d'ailleurs, Sang de bourbe et drôle de voix, on apprend en fait que
Comme chez les Moldus, il existe des insultes racistes dans le monde des sorciers. Et en ce sens, la pédagogie est vraiment bonne puisque c'est en alliant justement le côté fantastique d'Harry Potter et le côté un petit peu, j'ai presque envie de dire moralisateur des insultes racistes qu'on commence éventuellement à faire naître chez les enfants une certaine forme de tolérance dont est totalement dénué Drago Malfoy puisqu'il insulte ouvertement et effrontément Hermione de sang de bourbe, autrement dit de sang impur comparativement à quelqu'un qui vient d'une lignée de sorciers quasiment interminable, qui se dit avoir le sang pur et qui a été élevé avec cette croyance-là. Pour le développement des personnages, j'attribue la note de 9,25 sur 10. Les personnages gagnent en profondeur et en maturité. Pour les plus jeunes, on constate également l'apparition de nouveaux personnages comme par exemple Lucius Malfoy, Cornelius Fudge et, comment puis-je ne pas le mentionner bien sûr, notre bien-aimé Gilderoy Lockhart. En termes de suspense, j'attribue la note de 9,25 sur 10 avec une seule question qui me reste en tête. Qui a donc ouvert la chambre des secrets? En termes d'addictivité, j'attribue la note de 8 sur 10. C'est une intrigue prenante, des personnages en évolution, bref, tout ce qu'il faut pour faire de ce tome un très bon deuxième opus. Reste cependant à voir dans quel prisme va s'inscrire la suite. Effectivement, si vous regardez la manière dont je construis ce bilan, si je m'attaque à une saga et que je sais pertinemment qu'il y a une suite, je vais vraiment me focaliser dans la continuité et dans la suite de savoir ce qu'il y a après. Je ne vais pas seulement m'arrêter à ce tome. Il faudrait peut-être, mais pour les sagas qui sont notamment assez longues, je vais constamment me demander mais qu'est-ce qui se passe après ? Pour ce qui concerne la créativité, j'attribue la note de 9,5 sur 10. Toujours au sujet de l'intrigue, celle-ci permet de développer davantage l'univers qui est décidément riche, mais qui n'a pas fini d'être développé et de nous étonner. Ce tome termine donc son bilan avec une moyenne de 8,7 sur 10. Pour mes conseils de lecture, un petit peu comme The Mortal Instrument, je vous conseille de lire les livres dans l'ordre, sinon vous allez vite être perdu. Ce livre convient aux enfants de 10-12 ans minimum. J'avais mis 12 ans, mais bon, à force de discuter, de faire le bilan et de réfléchir, je me rends compte que j'ai peut-être été un peu dur en disant que le livre convenait seulement aux enfants de 12 ans minimum. Vous avez pris connaissance de ce podcast le 11 février 2024 et le nombre total d'écoutes s'élève à l'heure actuelle à 79 écoutes. 79 qui est, en passant, un très bon chiffre et merci beaucoup pour ça. Retour dans l'univers de The Mortal Instrument, cette fois-ci avec le 3e tome de la saga. Dans ce tome, Valentin, chasseur d'ombre aux idées radicalement opposées à celles du gouvernement en place, continue de gagner du terrain dans sa lutte contre le pouvoir. Clary, sa fille, tente de l'arrêter avec ses amis, mais le passé ressurgit et va bouleverser les plans de Clary. Elle continue à apprendre de nouvelles choses sur ce monde encore inconnu à ses yeux il y a quelque temps de cela. Comment va-t-elle gérer les nombreuses révélations faites dans ce tome ? C'est la question que nous allons nous poser. J'ai lu ce livre par l'intermédiaire de l'adaptation audio proposée par Audible et Bénédicte Charton. La lecture a duré environ 15 heures, réparties sur plusieurs semaines. Pour les points positifs de ce tome, on peut dire que l'intrigue continue à évoluer. On prépare le terrain pour la grande bataille susceptible de redistribuer toutes les cartes, bouleverser les règles du jeu et toute autre expression bien française que vous voulez, tant qu'il y a un grand chambardement et que les choses ne sont plus du tout comme elles étaient initialement. Pour les points un petit peu négatifs, je peux dire que le point positif a malheureusement son versant négatif ou limitant. On a dans ce tome l'ensemble des détails qui constituent cette bataille qui oppose Valentin à Clary. Cela crée des longueurs qui peuvent éventuellement
perdre le lecteur et rendre sa lecture un petit peu trop longue. En termes de notation, j'attribue au scénario la note de 8,25 sur 10. On observe une légère évolution scénaristique. On voit effectivement qu'une bataille se prépare, peut-être même un peu trop. En termes d'écriture, 7,75 sur 10. L'évolution scénaristique se répercute de fait sur l'écriture pour la même raison. C'est-à-dire qu'on voit effectivement qu'une bataille se prépare et que du coup l'écriture, tout tourne autour de ça. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, faire attention puisque les longueurs, c'est risqué. Pour l'originalité, j'attribue la note de 7,25 sur 10. On assiste ici au développement du monde obscur. On en découvre de plus en plus. L'univers est vaste, ce qui rend la découverte agréable. Toutefois, une marge de progression est encore possible sur les 3 autres tomes qui restent pour cette saga et sur les sagas qui vont venir après. Pour la pédagogie, j'attribue exactement la même note, à savoir 7,25. Les personnages évoluent doucement mais sûrement. On en apprend de plus en plus sur eux, mais surtout sur leur caractère et les relations que chaque personnage entretiennent les uns avec les autres. Pour le développement des personnages, j'attribue la note de 7,25 sur 10. Pour aller dans la continuité de l'appréciation de la section pédagogie. C'est-à-dire que, effectivement, pédagogiquement, on n'en apprend pas beaucoup, mais comme les personnages se développent, c'est quand même important de le préciser. Et du coup, de fait, les 2 notes sont répercutées un petit peu de la même manière. En matière de suspense, j'attribue la note de 8,25 sur 10. Tout le suspense réside dans la bataille qui oppose Clary et Valentin. Cette bataille tient en haleine une bonne partie du temps de lecture pour un dénouement explosif. En termes d'additivité, j'attribue la note de 6,75 sur 10. On sent une cassure entre les 3 premiers tomes et la suite de la saga. À la fin du 3e tome, j'ai vraiment envie de savoir quelle direction va prendre la saga, maintenant que Valentin est quasiment hors d'état de vie. En termes de créativité, je peux dire que l'univers se développe de plus en plus. Effectivement, on en apprend de plus en plus par rapport à tout ce qui constitue l'univers et tout ce qui, justement, le rend intéressant. Mais on sent vraiment, même si c'est la fin du premier arc narratif, que tout n'est pas terminé. Donc il est nécessaire de continuer à lire cette saga pour savoir ce qui constitue l'univers et ce qui fait que l'univers est vraiment aussi complexe que ce que je me plais à dire depuis le début. Pour la note globale, on peut dire que le tome s'en sort plutôt bien avec une note de 7,62 sur 10. Je conseille, comme pour le second tome, de bien prendre son temps en lisant ce livre. Dans l'ordre, donc c'est-à-dire le premier, le second, le troisième, etc., etc., etc. En respectant la chronologie voulue par l'auteur. Ceci dans un seul et unique but, comprendre au mieux le livre et l'ensemble de l'univers dans lequel il s'implante. Vous avez fait la rencontre de ce 3e volet de la saga The Mortal Instrument le 18 février 2024 et ce tome a touché 14 d'entre vous. Donc je vous remercie sincèrement et j'espère que cet épisode vous a plu. C'est parti pour notre 3e année à Poudlard. Dans ce tome, Harry entame sa 3e année à Poudlard lorsqu'un prisonnier mondialement recherché du nom de Sirius Black s'est évadé de prison. Le nom de Monsieur Black fait tellement trembler le monde que les Dursley en entendent également parler. Dursley qui, rappelons-le, sont des moldus. L'évasion de Sirius Black rythmera la rentrée en 3e année pour Harry, Ron et Hermione, puisqu'il s'avère qu'en réalité, Sirius Black est un sorcier emprisonné à Azkaban. J'ai lu le 3e volet de cette saga en audio. Donc je l'ai écouté plutôt. Ceci à l'appui de l'adaptation audio proposée par Bernard Giraudot. Cette lecture a duré environ 11 heures, le tout réparti sur plusieurs semaines. Ce que je retiens comme point positif, c'est que ce 3e opus est l'occasion d'en apprendre davantage sur l'univers déjà très étoffé de Harry Potter.
J'entends par là qu'on assiste ici au développement de nouvelles matières scolaires, une intrigue plus riche et plus mature. En termes de points un petit peu limitants, l'univers commence à s'assombrir. La lecture du livre ne convient pas à des enfants trop jeunes. Mais en théorie, vu que vous commencez Harry Potter jeune, vous arrivez et vous grandissez en même temps que le personnage principal et que les autres protagonistes. Pour la notation, j'attribue au scénario la note de 9,25 sur 10. Le développement de la saga se poursuit en adoptant une tournure un petit peu plus sombre que les 2 premiers tomes. Ce qui n'est pas pour nous déplaire compte tenu que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, théoriquement, quand on grandit, on arrive à comprendre les choses un petit peu plus complexes. Du coup, ça rend l'univers un petit peu plus complexe, mais puisque les personnages évoluent aussi, hein, on n'est pas dans quelque chose de strictement tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil toute l'année. Donc, du coup, ça dérange pas tant que ça, mais il faut quand même le noter. En termes d'écriture, j'attribue la note de 7,5 sur 10. Cette note va de pair avec l'évolution notée plus haut, donc puisque je vous ai dit qu'il y avait une évolution entre les 2 premiers tomes. Une marge de progression est laissée pour la suite, parce que l'histoire est pas finie, loin de là. Très loin de là, d'ailleurs. Pour l'originalité, j'attribue la note de 9 sur 10, parce qu'effectivement, un risque est pris. On mélange 2 univers clairement distincts, donc celui des moldus opposés à celui des sorciers. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce mélange fonctionne plutôt très bien. En termes de pédagogie, j'attribue la note de 9 sur 10 en appuyant sur le fait qu'il existe dans ce tome une morale qui l'englobe. Il est important de ne pas se fier aux apparences et de bien laisser les choses se faire, se mettre en place. C'est-à-dire que si on se base à la première vision qu'on a de Sirius Black, eh bien, c'est un méchant. Il faut pas lui confier quoi que ce soit. Et globalement, je vais utiliser un terme très cru, mais il va tous nous tuer. Donc c'est horrible, c'est terrible, faut pas lui faire confiance, etc., etc. Il se trouve que bien qu'il soit éloigné de Harry pendant plus de 13 ans, c'est, on va le voir avec le temps, la personne qui va l'aider le plus dans sa stabilité psychologique, morale et psychique. Alors que pour Peter Pettigrew alias Croutard, il va être là pendant quasi 13 ans, ne pas poser problème jusqu'à cette fameuse 3e année où justement la réalité éclate enfin au grand jour. Et donc c'est pour ça que je vous dis qu'effectivement il faut bien laisser le temps faire son œuvre, laisser les choses se faire, parce que finalement la réalité finit toujours par être dévoilée. Au niveau du développement des personnages, j'attribue la note de 9,5 sur 10. Les enfants commencent à prendre en maturité, les adultes gagnent en profondeur, sans parler des personnages qui commencent à se stabiliser. Ils évoluent dans un sens marquant pour la saga. Les caractères se stabilisent, mais la profondeur n'est pas fixée. Cette réflexion, elle est donnée parce qu'il reste encore pas mal de tomes pour cette saga et qu'il est important de laisser, comme toujours, comme je vous le dis depuis le début de ce bilan, une marge de progression pour la suite. En termes de suspense, j'attribue la note de 9,5 sur 10. La seule question qui demeure est où se cache Sirius Black ? Bien sûr, la question est bien plus profonde que ça, mais pour y répondre, je vous invite à écouter ou à réécouter mon podcast pour voir comment les choses ont été traitées ou amenées. En termes d'additivité, j'attribue la note de 8,5 sur 10. L'intrigue est vraiment très pertinente, mais une marge de manœuvre est encore possible pour la suite. Pour la créativité, j'attribue la note de 9,75 sur 10. Ce tome nous montre encore une fois l'étendue de l'univers, ce qu'il était, ce qu'il est et ce qu'il sera. Ce tome termine le bilan avec une moyenne globale et assez exceptionnelle de 9 sur 10. Pour le petit conseil lecture, j'appuie sur la nécessité et l'importance de lire les tomes dans le bon ordre, c'est-à-dire le tome 1, puis 2, puis 3, puis 4. Sinon, on perd vraiment en pertinence, d'autant plus que les choses sont assez claires puisque tout est amené en fonction des années scolaires traversées par nos protagonistes enfants. Donc c'est vraiment important de le lire dans ce sens-là, sinon vraiment on ne respecte pas la saga. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment matière à plaire, à discuter, à échanger, d'où la création
de cet épisode de podcast qui a été publié pour vous le 25 février 2024 et a touché au total 47 personnes. Et je vous en remercie. Dans la même veine, je vous propose dès maintenant d'aborder le 8e épisode de ce podcast, c'est-à-dire l'épisode tourné autour de Le Hobbit. Cet ouvrage raconte la folle histoire de Bilbo le Hobbit, un hobbit tout à fait ordinaire à la vie bien rangée qui, par un beau matin d'automne, se fit aborder par un magicien au nom aussi mystérieux qu'intrigant, Gandalf. Celui-ci propose à Bilbo de prendre part à un voyage en direction du Mont Solitaire, une terre détenue par le dragon Smaug qui appartient en réalité à Thorin Écutcheon. Bilbo conviendrait en effet parfaitement pour devenir le 14e membre de la Compagnie du Nain, donc de la compagnie de Thorin. Il y aurait un rôle important, celui de cambrioleur. Il est proposé aux hobbits de participer à cette expédition contre laquelle il serait rémunéré d'une partie du trésor présent au Mont Solitaire, une fois que cette terre reviendra directement à son propriétaire légitime. D'abord réticent, Bilbo finit par accepter, ne se doutant pas une seule seconde que cette aventure allait changer sa vie à tout jamais. J'ai lu ce livre au moyen de l'adaptation proposée par Audiolib et Dominique Pinon, qui est un acteur français. La lecture est intégrale et dure approximativement 10h15, répartie sur plusieurs semaines. Le point positif de ce tome est que c'est un livre fondamental dans la littérature fantastique. Beaucoup d'auteurs, y compris J.K. Rowling, s'inspirent de cette œuvre et de son auteur en général. On a ici une bonne intrigue, des personnages développés et un public large. Cela signifie que, effectivement, ça ne touche pas seulement les ados, les pré-ados ou les adultes. Ça touche vraiment tout le monde. En bref, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on ait ici un bon livre. Un des seuls points négatifs que j'ai trouvé, c'est la longueur des descriptions qui peuvent nettement perdre le lecteur. Il aurait été judicieux d'alléger un petit peu les descriptions pour laisser davantage place aux échanges entre les personnages. Par échange, j'entends pas seulement dialogue, j'entends plutôt jeu de regard, jeu d'intention, de supposition, peut-être jouer un petit peu plus sur le psychologique, plutôt que de se baser seulement sur le côté, enfin pas seulement, mais majoritairement sur le côté, j'ai envie de dire, visuel de la chose. La notation, c'est parti, on y va. Pour le scénario, j'attribue la note de 9,5 sur 10. C'est un scénario bien ficelé qui laisse présager un univers vaste et exploitable pendant un long moment. Et pas seulement un tome, pas seulement un livre comme c'est le cas ici. Parce que oui, le Hobbit a la particularité d'être un tome unitaire regroupant 3 intrigues principales au minimum. Pour l'écriture, j'attribue la note de 7 sur 10. Comme énoncé plus haut, les descriptions à rallonge ont fait perdre des points à cette note. Effectivement, les descriptions à rallonge m'ont très clairement perdu, donc du coup j'ai été un petit peu plus sévère sur cette note-là. Pour l'originalité, c'est une grande première, j'attribue la note de 10 sur 10. Le Hobbit est pionnier dans le domaine de la littérature fantastique. Le livre rafle donc tous les points sur cette note. Effectivement, comparativement à Harry Potter, c'est pas que je suis pas exigeant, c'est plutôt que je suis juste par rapport à la temporalité. Le Hobbit, ça fait depuis 1930, globalement, que l'œuvre existe. Donc, elle a posé vraiment toutes les bases, tous les jalons pour les œuvres qui sont venues après elle. Et Harry Potter étant venu largement après, même si je suis d'accord que ce sont 2 œuvres différentes, J.K. Rowling s'en est clairement inspiré et je sais même pas si c'est caché, mais en tout cas, moi je remarque très clairement certains parallèles. D'ailleurs, certains créateurs de contenu font ce parallèle-là entre le Hobbit et Harry Potter, ne serait-ce que pour le magicien Gandalf comparé à Dumbledore. Bref, il y a plein de parallélismes faisables. Et donc, du coup, c'est pour ça que le Hobbit bénéficie, entre guillemets, du privilège de l'ancienneté en raflant littéralement
tous les points de l'originalité. En ce qui concerne la pédagogie, une vision manichéenne du monde, c'est-à-dire le bien opposé au mal et pas autre chose, est très présente, sans doute en lien avec l'ancienneté de l'ouvrage qu'on vient tout juste d'évoquer. Effectivement, aujourd'hui, dans les œuvres qu'on publie, on aurait plutôt tendance à avoir une vision peut-être un petit peu plus nuancée, un petit peu moins cash. Mais comme le livre a été publié dans les années 30, la vision manichéenne était très clairement une des seules visions qu'on avait dans les livres. Pour les personnages, j'attribue la note de 8,75 sur 10 concernant leur développement. Ce sont des personnages développés, mais un livre, c'est trop peu. Effectivement, comme je le disais, Le Hobbit, c'est un livre unitaire et honnêtement, je suis un peu resté sur ma faim en termes de développement de personnages parce qu'en fait, on décrit tellement que finalement, les personnages, ils ont pas de profondeur, quoi. À part les actions qu'ils font pour essayer de récupérer le mont solitaire, on a quasiment rien et c'est vraiment dommage. Pour le suspense, j'attribue la note de 9 sur 10. C'est un livre qui condense 3 intrigues principales et de nombreuses sous-intrigues. En ce sens, le lecteur, même le plus aguerri, est rassasié. Le petit point en moins s'explique par la non-existence de la perfection. On en est vraiment à un détail de ce genre. C'est-à-dire que même si j'ai mis 10 tout à l'heure, en termes d'originalité, c'est simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, le privilège de l'ancienneté a fait que le livre a tout raflé en termes d'originalité. Par contre, en termes de suspense, j'avoue que même si on est vraiment pas mal, on peut toujours faire mieux. Vraiment. En termes d'addictivité, j'attribue la note de 6 sur 10. Malgré la beauté de ce livre, sa complétude, je n'ai pas été addict à ce livre. Sans doute que les descriptions y sont pour quelque chose. Pour la créativité, de même que pour l'originalité, je mets une note de 10 sur 10, simplement parce que la créativité, Tolkien a été le premier à en faire preuve et a tout mis dans son œuvre et dans son univers de manière générale. On termine ce bilan avec une moyenne de 8,1 sur 10 pour le Hobbit. Je recommande de lire ce livre plusieurs fois à travers des instants différents de votre vie. Première lecture conseillée à 12-13 ans, pas avant, parce que pour des raisons évidentes, le peu de dialogue qu'il y a est peut-être un peu cru et il faut peut-être y être un petit peu préparé et peut-être commencer de manière un petit peu plus douce par Harry Potter où les descriptions sont moins présentes parce que plus adaptées aux enfants. Mais pour les adultes, par contre, il n'y a aucun problème. À partir de 12-13 ans, je vous conseille de continuer et de relire ce livre plusieurs fois au fil du temps pour en avoir une vision différente et complète. Vision différente, c'est-à-dire que effectivement, comme on est initialement sur la littérature jeunesse, et je vous en ai parlé tout à l'heure, on n'a pas le même prisme et on n'a pas la même vision des choses suivant si on lit ce livre à 13 ans ou à 40 ans. Vous avez fait la connaissance avec Bilbo et ses amis au travers d'un podcast que j'ai diffusé le 3 mars 2024 et vous avez été 20 à être touchés par cette histoire. Regardez mes stats là il y a quelques jours qui sont différentes des stats que je vous expose ici parce que j'ai pris du temps pour rédiger ce bilan. Vous pensez bien qu'un condensé de 10 épisodes ne se prépare pas en 1 heure de temps, bien au contraire. Et donc du coup je peux vous dire que ces stats sont en hausse constante et c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Les amis, nous embarquons à Poudlard pour la 4e et dernière fois de cette saison. Harry entre en 4e année à Poudlard. Cette année promet d'être riche en émotions et pour cause. Après de nombreuses années d'absence, le tournoi des 3 sorciers fait son grand retour. Le tournoi des 3 sorciers est une compétition magique qui voit s'affronter les 3 plus grandes écoles de magie d'Europe. Poudlard, Beauxbaton et Durmstrang. Chacune des écoles reçoit à tour de rôle le tournoi, et par conséquent, les membres des écoles invités. Cette année, c'est au tour de Poudlard d'accueillir ce tournoi légendaire. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. J'ai écouté ce livre
par l'intermédiaire de l'adaptation audio du livre, adaptation proposée par Bernard Giraudot, lecteur majoritaire de la saga. La lecture est intégrale et dure approximativement 22 heures, réparties sur plusieurs semaines. Ce que je retiens, c'est que globalement, c'est un livre riche à tout point de vue, bien constitué. Les axes et les intrigues principales sont clairement visibles, et ça, c'est vachement cool, parce que ça m'a permis de construire un épisode de podcast tout aussi riche que le livre. Pour le point négatif, j'ai vraiment eu des difficultés à trouver. Je vais donc parler du passage que j'aime le moins, à savoir globalement toute la sous-intrigue qui inclut Rita Skeeter, qui est un personnage que je n'aime pas trop, sauf à la fin où justement l'intrigue est résolue, donc c'est cool. Pour la notation, j'attribue au scénario la note de 9,2 sur 10. Je pinaille, mais j'ai pas le choix. Il est nécessaire de pinailler quand le livre est bon et que l'univers est encore vaste. Effectivement, le livre est vraiment bon, c'est-à-dire que vraiment là on assiste à un des livres les plus complets, mais comme je le dis, l'univers est encore vaste. Je veux dire, il reste encore 3 tomes, donc bon, c'est pas le moment de lâcher nos meilleurs 10. J'ai une attente assez importante au niveau des livres, particulièrement de Harry Potter, et donc du coup je pinaille. Pour l'écriture, j'attribue la note de 9,3 sur 10. Là, vraiment, on entre sur des choses vraiment de l'ordre du détail. Et j'ai pas grand chose à dire à part que l'écriture est vraiment bien, mais que c'est pas encore parfait, quoi. Pour l'originalité, j'attribue la note de 9,6 sur 10. L'originalité réside dans le jeu et la compétition qui opposent les 3 écoles, mais qui finissent par faire front contre un mal commun, à savoir le retour en puissance de Lord Voldemort. Pour la pédagogie, j'attribue la note de 7 sur 10 en ayant un très gros coup de cœur pour Hermione dans ce tome. Elle montre déjà son implication et son côté très humaniste dans son association et dans l'importance qu'elle donne aux elfes et la création de la Société d'aide à la libération des elfes de maison, donc la SALE, à ne surtout pas prononcer SAL. Je me dois, puisque je parle des elfes de maison, de faire un parallèle avec l'esclavage, moderne ou non, puisque c'est très clairement une caricature du monde humain, du monde des moldus, dans lequel les personnes qui sont considérées comme inférieures à la race blanche, et je précise bien que je ne le pense pas, mais c'était bien quelque chose qui était pensé pendant un temps, notamment pendant tout ce qui était commerce triangulaire, traite des Noirs, etc., en période d'esclavage jusqu'à son abolition. Et c'est vraiment, à mon sens, une caricature de cette période-là, caricature qui est faite pour poser question, à mon sens, sur la pertinence de traiter quelqu'un de manière inférieure à soi, sous prétexte que on est sorcier ou on ne l'est pas, ou dans un cas un petit peu plus terre à terre, on est blanc ou on ne l'est pas. À mon sens, c'est toujours un sujet que je trouve délicat à aborder, mais je me permets quand même de le faire ici parce que je pense que c'est aussi voulu par l'auteur d'ouvrir la discussion là-dessus. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, je trouve que c'est nécessaire et qu'il est aussi nécessaire de prendre du recul par rapport à l'histoire et par rapport à tout ce qui a été fait à ce niveau-là. Pour le développement des personnages, j'attribue la note de 8 sur 10. On constate ici l'apparition de nouveaux personnages comme Cédric Diggory, qui est approfondi dans ce tome parce qu'il est désigné comme champion de Poudlard. Ajoutons à cela le personnage de Winky, qui, comme je l'ai déjà dit, soulève de nouvelles questions pour l'univers, notamment en termes d'esclavage, comme je viens de le dire, mais je ne répéterai pas mon laïus. Il ne faut pas non plus oublier de parler de Ludo Verpet et de la famille Croupton, qui sont très importants pour ce tome. En termes de suspense, j'attribue la note de 9,4. Une seule question me hante. Comment va se matérialiser le retour de Voldemort dans les prochains tomes ? Effectivement, on voit son retour dans le tome et on voit très clairement qu'il est préparé pendant ce tome, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Puisque effectivement, Voldemort est de retour et c'est vraiment la merde, soyons honnêtes, mais comment est-ce que ça va se passer et
quel avenir, quel axe narratif on peut voir se dessiner pour les prochains tomes, sachant qu'il en reste encore 3. Le prochain critère est un critère que j'ai vraiment eu du mal à noter, c'est celui de l'addictivité. Je vais mettre une note assez arbitraire, celle de 8,7 pour la simple et bonne raison que je sais que les autres tomes viennent après, mais d'un autre côté, c'est peut-être mon tome préféré, donc je sais pas trop. Vraiment, j'ai de très gros doutes. J'ai écrit dans mes notes à développer, mais en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose à développer, sincèrement. C'est assez compliqué. Pour la créativité, j'attribue la note de 9,7 puisqu'on retrouve ici tout ce que j'aime dans un livre fantastique. De la tentation, du suspense, de l'humour, de l'humanité, bref, j'adore. Note globale attribuée pour ce livre, 8,8 sur 10. Et comme pour les 3 autres tomes de la saga, je conseillerais de continuer à lire dans l'ordre pour en apprécier la pleine expérience. Lecture conseillée de ce tome à partir de 13 ans. Vous avez pris part au tournoi des 3 sorciers le 10 mars 2024 et 31 d'entre vous ont répondu présent. Les amis, l'heure est grave puisqu'il s'agit du dernier tome de ce bilan. Donc vraiment apprécier, souffler un bon coup. Mais on arrive à la fin de ce bilan et donc à la fin de cette première saison de Marque-Page. Pour le 10e tome, pour le 10e livre que j'ai traité ici, je vous ai présenté le livre Charlie et la chocolaterie. On va commencer par ce que je fais à la fin, mais je vous ai présenté le livre du coup en podcast le 17 mars 2024 et 51 d'entre vous ont été touchés par cette histoire. Pour résumer globalement l'histoire, on rencontre Charlie Bucket. Charlie Bucket est le seul enfant d'une famille pauvre d'Angleterre, donc de la famille Bucket. Toute la famille vit dans une seule et petite maison nue. Père, mère, grands-parents, enfants. La famille a du mal à joindre les deux bouts et cela s'intensifie lorsque Monsieur Bucket perd son emploi dans une fabrique de dentifrice. Le petit Charlie, ou Charlie, lui, est passionné par une chose, le chocolat Wonka, qui, en plus d'être la meilleure chocolaterie du monde, se trouve juste à côté d'où habite Charlie. Donc l'antenne anglaise se trouve juste à côté d'où habite Charlie. C'est une vraie torture pour lui parce que il aimerait pouvoir s'acheter davantage de chocolat, mais il peut pas. La vie du jeune garçon va basculer lorsque Monsieur Willy Wonka, donc le chocolatier, décide d'ouvrir les portes de sa chocolaterie à 5 enfants détenteurs d'un précieux sésame, un ticket d'or. La lecture de Charlie et la chocolaterie est proposée par un groupe de comédiens français que sont Claude Villers, Étienne Fernagut, Sophie Wright, Muriel Flory et Christine Autier. Celle-ci a duré approximativement 3 heures. Ce que je retiens de ce tome, c'est que c'est un livre pour enfants qui est toujours plaisant à lire, même des années après, un peu comme une Madeleine de Proust. Dans la continuité de ce que je viens de dire, Charlie et la chocolaterie est un livre pour enfants pas trop enfantin pour autant. En le relisant, on arrive à faire des parallèles avec notre vie d'adulte ou se reconnecter avec notre enfant intérieur. C'est une expression que j'apprécie particulièrement, ça. Et j'adore retrouver mon enfant intérieur quand je le retrouve. En guise de point négatif, honnêtement, je n'en vois pas. Ma formation professionnelle, donc le secteur de l'éducation, me pousse toutefois à me poser la question de la place des parents dans cette aventure. Où sont-ils ? Que font-ils ? Parce que c'est pas possible, les enfants ne font que faire des conneries. C'est vraiment la base de cette histoire. Bon, certes, c'est très plaisant à lire, mais j'avoue que d'un point de vue strictement professionnel, on se pose la question de « mais ils sont où ?» Pour la notation, j'attribue au scénario la note de 7,25 sur 10. C'est un scénario intéressant que l'auteur se plaît à exploiter à fond. C'est-à-dire qu'il va vraiment à fond, de fond en comble. Il nous fait vraiment découvrir tout un univers qui est vraiment très intéressant. Pour l'écriture, j'attribue la note de 8,75 sur 10. C'est une écriture simple, accessible, mais dont on ne se lasse pas avec le temps. Pour l'originalité, j'attribue la note de 8,5 sur 10. L'originalité de ce livre réside dans le personnage de Willy Wonka et tout son univers, à savoir sa chocolaterie. Effectivement, le personnage de Willy Wonka est un personnage
profondément extravagant, complètement fou, mais dans le bon sens du terme, et qu'il est extrêmement plaisant à découvrir. Pour la pédagogie, j'ai attribué la note maximale, à savoir 10 sur 10. Effectivement, c'est un carton plein au niveau de la pédagogie pour ce livre. Ceci dit, ce n'est pas si surprenant que cela, vu que ce livre est adressé aux enfants. Je m'explique. Pourquoi j'ai mis une note aussi haute ? Simplement parce que, à mon sens, les enfants qui sont présents dans ce livre ne font que faire des conneries. Alors certes, c'est amené de manière intelligente et de manière drôle, mais bon, c'est l'exemple même de tout ce qu'il faut pas faire quand on visite un musée, une chocolaterie ou que sais-je encore. Donc niveau pédagogie, franchement, on est pas mal. Globalement, le message à envoyer aux enfants, c'est ne faites surtout pas tout ce que vous voyez dans ce livre et ça se passera bien. Pour le développement des personnages, j'attribue la note de 9,95 sur 10. Oui, c'est précis. Les personnages sont très développés, ou du moins très intelligemment. Oui, il y a beaucoup de superlatifs et j'assume. Cela donne une profondeur et un caractère propre à chacun qui les rend nettement reconnaissables. Et pour ceci, je vais me permettre de faire un parallèle avec le film de Tim Burton et de Charlie la chocolaterie parce que je trouve que dans l'adaptation de 2005, les acteurs collent mais parfaitement bien. Pourtant, je les connais pas personnellement et je connais leur travail seulement au travers de Charlie la chocolaterie, mais je trouve que franchement les enfants jouent très très bien. Et donc c'est pour ça que je trouve que la description qui est faite, et vous verrez j'ai fait tout un parallèle dans l'épisode de podcast dédié à ce livre, au caractère des enfants et notamment au sens de leur nom de famille, mais je trouve ça vraiment extrêmement intéressant et que au passage les acteurs jouent merveilleusement bien. En termes de suspense, je vais attribuer, je pense, la note la plus basse que j'ai jamais attribuée dans ce bilan, la note de 3,75 sur 10. Il n'y a malheureusement que très peu de suspense, vu que le titre du livre est la solution à l'intrigue principale. Le peu de suspense qu'il y a se trouve dans le déroulé même de la visite de la chocolaterie. Pour l'additivité, malheureusement, j'ai pas pu la noter, puisque bien que je considère ce livre comme une Madeleine de Proust, je ne ressens pas d'addictivité pour ce livre. J'ai simplement envie de le relire de temps en temps, mais pas non plus trop. Pourtant, je l'aime bien, hein, mais je peux pas dire pour autant que je sois addict à ce livre. Pour la créativité, j'attribue la note de 8 sur 10 parce que, au risque de me répéter concernant l'originalité, cela se répercute par effet, donc du coup la note que j'ai mis concernant l'originalité se répercute par effet sur la créativité de manière un petit peu moins criante certes, mais on a quand même ici une bonne note. Pour terminer, ce livre termine son bilan avec une très belle moyenne de 7 sur 10. À mon sens, c'est un livre agréable à lire en famille, en collecture notamment avec les enfants ou alors à l'école. La longueur des chapitres s'y prête bien, et je pense que c'est un livre à lire entre 7 et 8 ans. Les amis, nous y sommes, c'est la fin de ce bilan. Alors, sachez une chose, c'est que j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Ça a aussi représenté pour moi beaucoup de travail parce que effectivement j'ai pris quand même beaucoup de temps, que ce soit dans la rédaction, dans l'enregistrement ou même dans le montage de ce bilan. Et donc effectivement ça a été quelque chose d'assez long, nécessaire parce que effectivement je pouvais pas vous laisser sans bilan, c'était pas possible pour moi, c'était pas envisageable, c'était pas du tout comme ça que je voyais les choses. Je voulais simplement revenir sur une chose importante, les notes que je vous ai distillées pendant tout ce bilan, eh bien ce sont des notes qui m'ont permis d'établir un classement de la saison, donc un classement de l'ensemble des livres dont je vous ai parlé pendant cette saison. Au total, on a balayé près de 5 univers, à savoir celui d'Harry Potter, celui de Hunger Games, celui du Hobbit, celui de The Mortal Instrument et celui de Charlie la chocolaterie. Pour vous expliquer un petit peu plus en détail, les critères de notation que je vous ai présentés sont des critères qui sont visibles sur le site Booknode
qui est une forme de librairie en ligne et de club lecture. Donc, c'est-à-dire que Booknote vous propose de faire votre bibliothèque et de partager vos coups de cœur littéraires. Vous trouverez la mienne en barre d'infos de ce podcast. Elle est accessible. Vous y trouverez à la fois les livres que j'ai lus, que je suis en train de lire et que j'ai pour projet de lire. Ça vous aidera peut-être à y voir un petit peu plus clair quant aux orientations futures de ce podcast. En sachant que j'ai fait un travail de rangement de ma pile à lire et de ma bibliothèque en général dernièrement. Ce classement, on va le débuter tout de suite avec du coup la 10e place. Je rappelle que ce classement est établi en fonction des moyennes que je vous ai données à la fin de chaque bilan, des moyennes obtenues à l'addition de l'ensemble des critères que je vous ai déjà cités. À la 10e place, avec une moyenne de 7 sur 10, on retrouve Charlie et la chocolaterie. À la 9e place, The Mortal Instrument, la Cité des Ténèbres, avec une moyenne de 7,1 sur 10. À la 8e place, The Mortal Instrument, la Cité des Cendres, avec une moyenne de 7,5. À la 7e place, The Mortal Instrument, la Cité de Verre, avec une moyenne de 7,62 sur 10. En 6e position, Le Hobbit, avec une moyenne de 8,1 sur 10. En 5e, Hunger Games, avec une moyenne de 8,4 sur 10. En 4e, Harry Potter à l'école des sorciers, avec une moyenne de 8,6 sur 10. En 3e, Harry Potter et la Chambre des secrets, avec 0,1 point de plus que son prédécesseur, soit 8,7 sur 10. En second, Harry Potter et la Coupe de Feu, avec 8,8 sur 10. Et en premier, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, avec la très belle note de 9 sur 10. C'est un classement qui est assez large tout en étant assez restreint, puisque la note la plus basse est en soi, à mon avis, une bonne note. 7 est la note la plus haute, 9. Donc finalement, l'échelle est assez restreinte. Mais on a quand même le droit à un éventail de notes assez large. Je ne sais pas si vous voulez prendre part à la notation pour la saison prochaine. Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez prendre part à la notation pour la prochaine saison, il faut que je réfléchisse à adapter mon barème. Parce que là, c'est vrai que je vous ai donné les stats de chaque épisode, mais pour autant je ne sais pas si vous voulez prendre part à la notation, et si toutefois vous le voulez, il faut que je trouve comment intégrer vos notes au barème qui est déjà existant. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté, j'espère vraiment que cette saison 1 de Marque-Page vous aura plu, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre via mes réseaux sur Facebook et Instagram en tapant le Temple des mots. L'ensemble des liens et des comptes cités, des sources, etc. sont disponibles en barre d'infos de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Marque-Page. Pour rappel, le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter, à le commenter ou encore à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.